Bienvenue dans ce nouvel épisode de Horat. La thématique de ce soir sera consacrée à la place de la mère dans notre société. Notre société n'envisage pas la maternité comme une possibilité, mais comme une évidence. Une femme doit être mère. Ce serait dans sa nature. L'identité d'une femme passe par le mariage et la maternité. Le choix du célibat ou du non-désir d'avoir des enfants n'est pas encore du tout accepté, encore moins compris. Sommes-nous pour autant toutes des bonnes mères ? Si la mère occupe une place centrale dans la famille, ses droits en revanche ne sont pas toujours au rendez-vous. On lui reconnaît son rôle de gardienne, mais pas celui de tutrice. Être mère, oui, mais une mère célibataire sera, elle et son enfant, stigmatisée et montrée du doigt. Une mère divorcée devra renoncer à sa vie de femme pour conserver la garde de ses enfants. Pour parler de ces sujets et bien d'autres, je reçois Sana El Hadji Hanafi, docteure en sociologie, cofondatrice et directrice de publication de Mariana.com. Sana El Hadji, bonsoir et merci d'avoir accepté enfin l'invitation de Horat. Merci, non, je l'ai accepté il y a longtemps, on n'a juste pas réussi à programmer le rendez-vous. Voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir. Alors, avant d'entamer le sujet en question, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Vous avez été journaliste, vous l'êtes toujours, vous avez aussi vous avez un doctorat en sociologie. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi le choix de ce métier, de ces deux casquettes, journaliste, sociologue, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Il y a une autre casquette, je suis experte en communication, consultante en communication. D'accord, ok. Je me suis dit, on va se consacrer à ces deux sur points. Ces deux-là. Voilà. En fait, pourquoi je rajoute cette troisième casquette, c'est pour dire que je suis une personne qui va où la passion m'emmène, et je l'ai toujours fait depuis mon plus jeune âge. Quand j'étais étudiante et que parfois les enseignants ou même pendant des entretiens d'embauche, on nous posait souvent la question à l'âge de 23, 24 ans, vous vous voyez où dans 10 ans? Et j'ai jamais su répondre à cette question parce que je n'ai jamais eu des projections sur une durée importante. Mais le journalisme a été un hasard alors? Exactement, le journalisme aussi au début. En fait, j'ai fait ma formation initiale en marketing, en communication. J'ai travaillé dans ces domaines et puis à l'âge de 25-26 ans, j'ai publié mon roman Majnoulatou Youssouf en langue arabe. Ça m'a menée vers le journalisme à travers la publication de chroniques. Batoul, c'est ça? Batoul Fdoulié, exactement, au début, sur une chaîne. Et donc, j'ai commencé à publier des chroniques. Ça m'a, par la suite, menée vers la pratique journalistique en tant que profession, en tant que métier. Ça m'a passionnée. Et puis, à un moment, j'ai pensé à reprendre mes études. J'ai fait un master en sociologie, spécialité genre. Et ensuite, Mais pourquoi la sociologie? C'était important pour mieux appréhender la société ou... Exactement, c'est pour mieux comprendre. En fait, ce qui se passait, c'est que souvent, quand je publiais des chroniques, j'avais des retours du style, c'est juste une opinion personnelle. Et donc, j'avais besoin de porter ce challenge, de mieux comprendre la société, mais avec une nouvelle perspective qui est celle de la recherche. Et donc, j'ai commencé par... Ça donne plus de crédibilité, en fait. Plus de crédibilité, mais pas seulement. C'est aussi un challenge, disons, individuel. Par exemple, au tout début de mon parcours, je me rappelle que pendant les ateliers de recherche, les enseignants me disaient « vous tirez trop vite vos conclusions ». Parce que j'avais en fait mon expérience de journaliste où on va voir un phénomène, on va essayer de le comprendre rapidement, sauf que quand on fait de la recherche, c'est d'autres outils, d'autres façons de faire. C'est plus académique, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, souvent, on me disait « est-ce que tu fais une thèse pour enseigner à la fac ?» Ça m'a jamais vraiment passionnée. En fait, c'était vraiment le challenge personnel pour avoir une autre perspective, des mécanismes, des outils pour mieux appréhender et comprendre des phénomènes de société. Alors, donc le journalisme, et aujourd'hui, actuellement, vous avez décidé de lancer, à un moment où c'est pas tellement facile, hein, un site en ligne qui s'appelle Mariana.com. Ouais. Alors, quel est son concept, quelle est sa ligne éditoriale et pourquoi le choix de ce nom? Alors, Mariana, c'est le choix de... Exactement, c'est nos miroirs, c'est des miroirs. Et donc, c'est l'idée de se voir dans des miroirs pluriels, pas un seul miroir, pour mieux nous, disons, apprendre davantage sur nous, mais aussi sur l'autre, à travers différentes perspectives, différents miroirs. Le choix du nom a été fait par mon associé Hicham Rouzaq et moi dans ce sens. Mariana.com ne fait pas dans l'actualité. Je pense que d'autres médias le font mieux que nous. C'est à quelle fréquence que vous faites Mariana? C'est-à-dire, il y a tous les jours des articles. Ah oui, il y a 3-4 articles par jour. Mais vous avez privilégié le low, en fait, non pas le show.
C'est ça. En fait, on est plus dans l'analyse, dans le contenu, dans le débat de société sur les problématiques des droits, de liberté individuelle, le rapport à l'histoire, les religions, pas seulement une religion. Comme je le disais, pour mieux nous connaître et aussi connaître l'autre. Pas dans les petites, disons les petits articles rapides, etc., mais à travers du contenu élaboré, de l'analyse, des chroniques d'opinion, etc. Ben ça manque, parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans l'immédiateté qu'on n'a plus le temps de se poser 5 minutes pour se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il va falloir regarder ça de plus près, quoi. Donc... Exactement. Et d'ailleurs, même l'actualité, au-delà du fait divers, on a parfois besoin de comprendre ce que ça traduit de nous, au-delà d'une brève rapide qu'on peut lire ici et là. Et donc, voilà, c'est dans ce sens que nous avons décidé de lancer Marayana.com, qui a aujourd'hui 4 ans et demi. Ah, donc bientôt 5 ans. Hein. Bientôt 5 ans, exactement. Ben, bravo. En tout cas, dans ce métier, l'essentiel, c'est l'endurance. Il faut tenir bon et c'est très bien. Alors, moi, je voudrais revenir aussi sur votre profil de militante. Vous êtes militante des droits des femmes, mais pourtant, vous n'aimez pas trop l'étiquette féministe. Non, entre-temps, j'ai changé d'avis. Vous avez changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis parce que, en fait, plus jeune, j'ai été moi-même victime de cette, disons, de ce regard un peu négatif sur le mot féminisme, parce que souvent, on le présente comme... Enfin, souvent... Certaines personnes ou certains médias peuvent le présenter comme étant une attitude où on serait contre les hommes, agressive, etc. Et en fait, non, aujourd'hui, j'ai compris, j'ai fini par comprendre. Il faut aussi avoir la flexibilité de revoir... Bien sûr, de changer d'avis. Exactement. Et donc, non, être féministe, c'est accepter et même revendiquer qu'on ne peut pas... être privé de certains droits juste à cause d'une appartenance sexuelle, un genre, etc. Et donc, toute personne, homme ou femme, qui croit que les hommes et les femmes doivent être égaux dans les obligations et dans les droits, est féministe. Donc, même sans le savoir. Exactement. C'est ça, parce qu'en général, bon, c'est vrai que le terme a été un peu galvaudé, mais bon, quand on revient aux définitions... Moi, je fais toujours le parallèle avec le racisme. Si je dis qu'une personne, parce qu'elle est noire, n'a pas le droit à certains droits, c'est du racisme et on serait tous d'accord sur ça. Et ben, dès qu'on dit que ça n'a pas de sens que des individus n'aient pas accès à certains droits juste à cause de leur appartenance et non pas pour manque de compétences, on est moins d'accord du coup. Oui, absolument. Alors, parlant de féminisme, vous avez quand même défrayé la chronique sur les réseaux ces derniers mois. Vous avez décidé de prendre le nom de votre mère. Donc, Hanafi, c'est le nom de votre maman. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est une réflexion que je mène depuis plusieurs mois. Et donc, moi-même, je me posais des questions, j'hésitais, et puis j'ai creusé aussi les pistes juridiques, parce que je voulais changer aussi mon identité sur mes documents administratifs. Malheureusement, c'est toujours pas possible au Maroc, et j'espère que mon initiative et celle d'autres personnes pourront mener à une réflexion autour de cette question. Pour moi, c'est une façon, disons, de rendre hommage, pas seulement à ma mère, à toutes les mères et aux femmes de manière générale. On a tous un papa et une maman, et je trouve trop injuste cette invisibilisation des femmes et des mères dans les identités des enfants. C'est-à-dire, d'un côté, vous l'avez dit dans votre introduction, les mères sont sacralisées, mais c'est comme si on leur disait « votre rôle est dans la sphère privée ». Elles doivent tomber enceintes, accoucher, élever les enfants, s'occuper des tâches liées à l'éducation à l'intérieur de la maison, mais aucune existence dans l'identité de... Sur l'espace public. Exactement. Et donc, après, certaines personnes m'ont dit « mais de toutes les manières, c'est le nom du père de votre mère ». Encore une fois, ce n'est pas une guerre contre nos pères ou contre nos grands-pères paternels, mais je considère que c'est un premier pas pour une réflexion qu'on pourrait améliorer par la suite. Les Espagnols le font depuis très longtemps. Ils accolent les deux noms. Exactement. Le père et la mère. Alors, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, en France, en Italie, depuis 2022, et c'est rétroactif, c'est-à-dire que les personnes adultes peuvent aujourd'hui aller rajouter les noms de leur mère. Alors, sur Marayana, Mouna Hilmi, qui est la fille de Nawal Saadawi, écrit aussi sur Marayana. Elle a dû vous inspirer parce qu'elle a voulu s'appeler Mouna Saadawi. En fait, non, récemment, elle m'a appelé il y a quelques jours, elle a rajouté pas Saadawi. Elle m'a dit, je veux changer ma signature sur le site. Et donc, dorénavant, elle s'appelle
Mouna Nawel Hilmi, c'est-à-dire que elle, ce qu'elle rajoute, c'est pas le nom de famille de sa mère, c'est le prénom. En fait, c'est la même idée, mais c'est disons, des choix différents sur le détail, on va dire sur les paramètres. Mais l'idée pour moi n'est pas de dire non, il vaut mieux choisir le prénom, non, il vaut mieux choisir le nom. C'est le symbole, c'est la symbolique. C'est le symbole, et puis peut-être que dans des générations, j'espère que dans quelques années, pas beaucoup, une réflexion sera menée par rapport à cela pour qu'on choisisse le meilleur mode qui permettra aux mamans d'être aussi visibles dans l'identité de leurs enfants. Et donc, après, certains m'ont dit non, mais les femmes marocaines, elles souffrent d'analphabétisme, de pauvreté, etc. Moi, je ne trouve pas que c'est un luxe que de reconnaître nos mères dans nos identités. Et puis, il faut arrêter avec les priorités. Exactement. C'est quelque chose qui relève du symbolique, c'est tout. Donc, ça ne coûte même pas d'argent. Donc, on peut très bien le décider. Mais bon, c'est vrai que la question, c'est de se dire, oui, bon, vous avez un enfant, vous avez 2 noms, lequel va-t-il porter? C'est un autre débat qu'on fera plus tard. Exactement, c'est ce que je dis. Il faut commencer quelque part. Peut-être que mon initiative n'est pas complète. Peut-être qu'elle mérite d'être améliorée, mais il faut commencer quelque part. Tant qu'on ne commence pas, on portera toujours uniquement les noms de nos pères. Alors, encore une fois, ce n'est pas une guerre contre nos pères. Moi, j'aimais mon père là. Oui, parce qu'on garde les 2 noms. Exactement, on garde les 2 noms. Après, on peut mener la réflexion pour dire, est-ce qu'après le mariage, et quand on a nous-mêmes des enfants, est-ce qu'il faut aller vers d'autres pistes, etc. Mais au moins, commencer quelque part en rajoutant le prénom, en ajoutant le... À Tanger, ils le font déjà. Alors, c'est la ville du Nord, c'est proche de l'Espagne. Il y a une espèce de tradition. En fait, dans beaucoup de villes dans le Nord, mais dans le monde rural de manière générale au Maroc, dans beaucoup de régions, on va dire, Omar Ould Mennana. Mais on va lier les enfants à leur mère. C'est une pratique qui existe déjà dans le monde rural. Maintenant, il est temps aussi, dans les débats qu'on mène sur... Et sur le plan légal et juridique. Exactement. C'est marrant parce que si une femme se marie et elle veut rajouter le nom de son mari, c'est possible, mais pas le nom des Absolument. mères. Enfin, c'est possible, non. C'est aussi un choix parce qu'en réalité, on garde son nom de jeune fille. Mais on peut rajouter le nom du mari. Mais est-ce qu'il est... Bon, il y a un contrat de mariage, oui, vous allez me dire, c'est plus... Mais au-delà de la loi, c'est-à-dire socialement, une femme qui se marie et soit supprime son nom de famille et rajoute le nom de son mari ou garde les 2, ne va pas être sujet à questionnement. Absolument. Alors que quand je rajoute le nom de ma mère, en fait, après, je me dis, c'est bien, si ça attire la curiosité et que ça nous permet d'en parler. Et j'espère que dans quelques années, on n'en parlera plus et que ce sera un droit acquis. Je l'espère. En tout cas, ça m'amène à ma question sur la place, le rôle des mères dans nos sociétés. Entre fantasme et réalité. On l'a dit tout à l'heure, les femmes, les mères, souvent, sont sacralisées, mises sur un piédestal à tel point qu'elles ne peuvent même pas être envisagées de ne pas être une bonne mère ou d'être non parfaite. Certaines femmes aussi ne sont pas forcément outillées pour être mères. Exactement. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? En fait, il y a un grand débat sur ça. Ça commence timidement au Maroc, mais par exemple en Occident, aux États-Unis, au Canada, il y a carrément des études et des recherches sur le choix de la non-maternité et de la non-paternité aussi, parce que ça se pose aussi pour les hommes, sur le regret de la maternité. Et ce n'est pas forcément des mauvaises mères. Elle peut être une bonne mère, bien s'occuper de ses enfants, mais se dire... à un moment, à 22 ans, à 24 ans, à 25 ans, sans réfléchir, parce que justement, c'est la norme sociale. J'ai décidé de faire... Enfin, j'ai fait des enfants, et puis à un moment, est-ce que c'est un vrai choix ou pas? Donc après, il ne s'agit pas de condamner ces femmes, soit celles qui regrettent la maternité ou celles qui font le choix de la non-maternité, mais essayer juste de comprendre que... c'est quelque chose qui existe. C'est des femmes qui se posent la question par rapport au choix de la maternité. Mais avant de parler de ça, parce que c'est effectivement un sujet très intéressant, moi je voudrais qu'on revienne d'abord sur la place de la femme dans nos sociétés traditionnelles. C'est-à-dire qu'une femme n'existe pas, une célibataire n'a pas d'existence. C'est la famille en fait qui existe. C'est la famille, et le rôle de la mère est ultra sacralisé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mère, là, on mérite tout le respect, on mérite toute la considération. En fait, il y a des étapes pour les femmes. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle ne sera toujours pas suffisamment reconnue. Et d'ailleurs, même pour beaucoup de jeunes filles, le mariage est considéré comme une réalisation. Alors qu'en fait, c'est une étape dans la vie qui peut donner du bonheur, qui peut donner moins de bonheur, qui peut parfois mener vers des échecs, vers des joies du couple. Mais ce n'est pas une réalisation en soi. Mais la pression est tellement forte
particulièrement sur les femmes, que c'est une étape importante. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle peut avoir de belles réalisations dans sa vie, elle peut être épanouie en étant célibataire, mais elle sera toujours perçue comme lui manquant quelque chose. Et puis après, c'est la maternité. Tant qu'elle n'est pas mère, elle n'est pas reconnue comme suffisamment femme. Oui, mais en même temps, en tant que mère, elle a un rôle important, mais dans la sphère privée. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans la sphère privée. Et moi, je trouve d'ailleurs que la maternité ne peut être belle et magnifique que si elle est le fruit d'un vrai choix. Et non pas seulement parce que c'est la norme sociale, parce que voilà, on arrive à un âge où on se marie, on fait des enfants sans même se poser la question. Mais est-ce que justement, j'entends bien cette histoire de choix, de non-désir d'avoir des enfants, mais souvent on va vous dire, surtout quand on a 25, 30 ans, 35 ans... Vous allez changer d'avis. Vous allez changer d'avis. Puis il y a aussi cette fameuse horloge biologique qui quand même nous limite. Les hommes n'ont pas à se préoccuper de cet état de fait parce qu'ils peuvent faire des gosses même à 70 ans, 80 ans, ça s'est vu. Mais nous, on a cette contrainte. Mais vous savez, moi je trouve effrayant de dire à une femme qui a 24, 25 ans, qui se pose la question sur le choix de la maternité, oui ou non, et qu'on lui dit « fais des enfants parce que tu risques de le regretter ». C'est affreux, c'est quand même une décision très importante de devenir mère. Et finalement, quelque part, cette pression nous dit « fais des enfants, pas parce que tu le choisis, mais tu le veux et que c'est un désir profond, mais parce qu'on risque de le regretter ». Et en réalité, personne parmi nous ne sait ce qu'il peut regretter dans l'avenir. On peut faire des enfants regretter, ne pas faire des enfants et regretter, se marier et regretter, rester célibataire et regretter. Donc l'idée pour moi, c'est de faire aujourd'hui ce qui nous passionne, ce qui est un vrai désir pour nous, avec le risque toujours présent de regretter à 60 ou à 60 ans. Mais ce sont des normes sociales, parce que quand vous en faites un, on vous dit c'est pour quand le deuxième? Exactement. Si c'est le deuxième est du même sexe, on va vous dire il faut le troisième. Il faut une fille. Voilà, il faut exactement. Donc c'est interminable ces histoires-là. Et donc finalement, le choix... il y a très peu de place pour un désir. Pour le choix individuel. D'ailleurs, je parlais de quelques chercheurs en Occident qui ont travaillé sur la question, Pierre Bourdieu, Elisabeth Badinter, etc. Et l'idée pour eux, c'est de ne pas priver les femmes ou renier ce désir de la maternité, mais plutôt de les libérer en disant que la maternité devrait être justement un choix et non pas cette construction sociale avec la pression qui est mise sur les femmes. Et c'est pour ça que je disais, je trouve magnifique quand la maternité est choisie. Et d'ailleurs, ça donne aussi de la place au père. Parce qu'à partir du moment où on dit la mère est sacrée, toutes les femmes ont l'instinct de la maternité, donc elles doivent et elles aiment s'occuper des enfants, quelque part on prive aussi les papas et les pères de jouer ce rôle et d'avoir du lien affectif avec leurs enfants. Et donc, moi, je suis pour une paternité, une maternité choisie, assumée. Et puis aussi, il est temps que on respecte ces choix individuels. On a fait sur Mariana un dossier sur la injabia, les gens qui ne veulent pas avoir des enfants. Il y a une pression telle. Et d'ailleurs, par exemple, moi, à titre personnel, j'ai fait ce choix très jeune. Et même dans mon entourage, parmi des personnes militantes et activistes pour les libertés individuelles, je subissais parfois la pression de non, il faut le faire, tu risques de le regretter. C'est pas compris, en fait. Exactement. Ou, même partout, même dans des sociétés ultra développées, c'est encore quelque chose à des degrés, mais quand même, il y a une pression sur... c'est normal, parce qu'on est une société... j'aime pas beaucoup rester dans l'essentialisation des définitions qui nous disent une société traditionnelle, mais cette transition fait que forcément en Belgique, au Canada, etc., le sujet est encore tabou, mais peut-être un peu moins que chez nous, où, on le disait tout à l'heure, la famille prime, et donc à partir du moment où on fait un choix individuel différent, ça passe pas. On doit toujours le justifier. Le célibat, la maternité, etc., il faut toujours le justifier. Moi, à 40 ans, on me disait non, l'instinct maternel va venir. Et en rigolant, je disais, mais il est en retard s'il est toujours pas là. Donc, justement, pour vous, l'instinct maternel, c'est quelque chose de construit. Ce n'est pas quelque chose... ce n'est pas inné. Non, il n'y a pas... En fait, un instinct, c'est quelque chose sans laquelle on ne pourrait pas vivre. Or, les femmes et les hommes arrivent à vivre sans avoir des enfants. Alors, il y a peut-être, parce que c'est très compliqué, on ne peut pas en parler brièvement, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et on aborde ces quelques éléments biologiques qui peuvent impacter le rapport à l'enfant, mais il y a aussi beaucoup de constructions sociales autour du rôle de la maternité. Et d'ailleurs, quand on voit l'histoire de l'humanité, il y a eu
disons, des conceptions différentes de la maternité. Et même aujourd'hui, culturellement, la place de la mère au Maroc n'est pas la même en Arabie Saoudite, n'est pas la même, et elle n'est pas la même en Norvège. Au début du siècle aussi. Exactement. Donc, historiquement, ça a changé et culturellement, ça change. En fait, pour faire court, c'est depuis la maîtrise de la fécondité que les choses ont changé. Parce qu'on choisit d'avoir 1, 2, 3 enfants, mais on ne subit plus. Et d'ailleurs, l'utilisation des moyens de contraception, est quelque part, elle fait partie quelque part de tous ces échanges autour de ces choix, autour de la maternité, le moment de la maternité, c'est-à-dire qu'on va utiliser un moyen de contraception pour ne pas avoir un enfant aujourd'hui parce qu'on prévoit de le reporter à une date ultérieure ou ne pas du tout avoir un enfant. Donc déjà, l'utilisation des moyens de contraception c'est une maîtrise. Une traduction, exactement, une maîtrise. Après, elle peut être ponctuelle, elle peut être définitive. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne au statut de celles qui ont choisi d'être mères, qui ont des enfants et qui, aujourd'hui, n'ont pas les mêmes droits que les hommes, surtout lorsqu'il y a séparation, divorce. Alors, aujourd'hui, on sait que le code de la famille va changer. Quelles sont pour vous ces lois qui sont injustes, iniques, qui doivent absolument changer pour plus d'égalité? Oui, il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'il faut partir d'une idée maîtresse selon laquelle les hommes et les femmes, les papas et les mamans, l'époux et l'épouse ont les mêmes droits, les mêmes obligations, indépendamment du sexe et du genre. Et donc, du coup, on va accorder, par exemple, la garde des enfants en fonction de la compétence du papa ou de la maman, parce qu'effectivement, dans certains cas, on va peut-être se rendre compte que le père est mieux placé. Exactement, pour protéger les droits des enfants. Mais aujourd'hui, en fait, on le disait, la maman est sacralisée. Mais si elle veut le moindre petit détail administratif par rapport à ses enfants, on ne va pas partir dans l'idée ou le cas selon lequel le père ferait exprès de faire souffrir les enfants. Non, il pourrait être de bonne foi, mais il n'est pas là. Il est en déplacement, il travaille dans une autre ville, dans un autre pays. Et puis malheureusement, comme souvent dans notre société, les divorces ne se passent pas forcément bien. Donc il y a des vengeances parfois entre les partenaires et c'est les enfants qui payent le prix, exactement. Mais même avant le divorce, même si on est des parents mariés, ça n'a pas... La tutelle, je pense qu'elle existe lorsqu'on est marié. C'est quand il y a séparation. Même quand on est marié, une femme, par exemple, qui crée un compte épargne au nom des enfants ne peut pas retirer l'argent. Mais ça, je pense que ce sont des dispositions qui n'ont pas été mises à jour, tout simplement. Mais ce sont des dispositions qui doivent changer. L'assurance maladie pour les enfants. Tout à fait. C'est les politiques publiques qui doivent être basées sur le concept de l'égalité. Exactement. Et donc, on a la question de la tutelle légale, on a la question, vous l'avez abordée dans votre introduction, après le divorce, elle doit soit renoncer à sa vie de femme. Tout à fait. Si le divorce intervient à un âge où elle est relativement jeune, elle a envie de refaire sa vie, elle court le risque de perdre la garde de ses enfants. Il est aussi temps qu'on reconnaisse le viol conjugal. Parce que l'acte de mariage ne signifie pas... Le viol tout court, exactement. Déjà. Le viol tout court, exactement, qui n'est pas suffisamment reconnu, malheureusement. Malheureusement, et pas suffisamment puni. Pourtant, les sanctions sont là, elles sont prévues. Exactement. Après, oui, il y a un grand travail à faire sur les mentalités, mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que changer les lois ne permet pas de changer la société immédiatement, mais il contribue à un changement des comportements. Quand on mettra en prison des hommes parce qu'ils ont violé leur femme qui n'était pas consentante au rapport sexuel, ça aidera à changer les c'est la notion de consentement qu'il faut absolument expliquer, réexpliquer. Il y a un énorme travail à faire sur ça. Mais c'est vrai, moi je vous rejoins sur cette question parce que je sais que par exemple le Code de la famille en 2004, qui a été quand même une énorme avancée et qui a été décrié par les milieux conservateurs, aujourd'hui... C'est normal, 20 ans plus tard. Voilà, il n'est plus adapté. Mais ça veut dire que la société a évolué. Peut-être grâce aussi à ces nouveaux droits. Exactement. D'ailleurs, moi, parfois, on est, épuisé par l'agressivité dans les débats sociaux. Mais moi, de manière générale, je trouve que c'est positif parce que ça signifie justement qu'on évolue. Parce qu'on aurait été tous conservateurs. Personne n'aurait débattu de ces questions. On aurait traversé toutes ces problématiques. Encore une fois, il n'y aurait plus eu besoin de débat. Donc cette agressivité sur la place publique au sujet des libertés individuelles, de la liberté de conscience, des droits des femmes, etc., signifie justement qu'on est une société en transition. Et ce qui était une révolution en 2003, aujourd'hui, montre ses limites. Et il est temps qu'on... La société a évolué aussi. La notion de famille aussi a évolué. Exactement. Donc tout a changé. Alors, j'aurais voulu continuer à discuter avec vous autour de ces questions passionnantes, mais l'émission, malheureusement, touche à sa fin. Et donc, je vais vous poser la dernière question de l'émission.
que je pose à tous mes invités. Alors, cette émission s'appelle Horatz. Que signifie pour vous la liberté? Et est-ce que vous êtes une femme libre? Je vais donner un témoignage personnel. L'année dernière, je me suis offerte un tatouage et j'hésitais beaucoup entre Hub et Hurra. C'était un mot en arabe pour moi, parce que les deux font partie de mon ADN. Bon, j'ai fini par choisir Hub. Pourquoi? Les deux font partie de mon ADN et à un moment, il fallait choisir, c'est renoncer. Donc, je ne pouvais pas mettre les deux mots. Mais Hurra fait partie de mon ADN. Je pense être libre dans le sens où je n'ai jamais accepté de faire seulement ce qu'on attend de moi, mais que ce soit même sur le plan professionnel d'ailleurs, j'ai fait des choix qui paraissaient suicidaires peut-être pour certains, sur le plan personnel, etc. Maintenant, je considère que la liberté, être libre, c'est un chemin continu, c'est des questionnements continus, c'est des insomnies parfois, c'est des hésitations, mais accepter de prendre ce chemin de questionnement, c'est déjà être libre. C'est ça, c'est un cheminement en fait, la liberté. C'est un cheminement continu jusqu'à la fin. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite plus de liberté. Merci. Beaucoup de succès pour Mariana. Merci. Et pour Horat aussi. Eh bien, j'espère bien. Et voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de discuter de ces thèmes passionnants. J'espère aussi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Sana El Hadji. Donc, je rappelle que vous êtes directrice de publication de Mariana.com, cofondatrice aussi, vous êtes sociologue. Vous avez publié une thèse très intéressante que je voulais évoquer avec vous, mais le temps malheureusement nous est compté, donc on le fera peut-être une autre fois. En tout cas, merci encore. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.